Konnichiwa les amis et bienvenue sur Parlons Japon, votre revue de presse japonaise hebdomadaire. Alors, posez votre téléphone une seconde et servez-vous un thé bien chaud. Ou bien n'importe quelle autre boisson de votre choix, le principal, c'est que vous soyez à l'aise dans ce nouveau décor. J'espère d'ailleurs qu'il vous plaît. Alors, au programme aujourd'hui, nouvelles règles pour les touristes, et ça, je crois que ça ne va pas plaire à tout le monde. Nagasaki et Okinawa qui sont mises à l'honneur à l'international, la date du Fujiansen 2026 enfin dévoilée, un salon Japon qui se déroulera à Paris dans les prochains jours, le retour des monstres kawaii à Tokyo, et on finira avec une news assez insolite. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Bref, comme vous le voyez, j'ai pas mal de choses à vous raconter dans cette nouvelle édition de Parlons Japon avec ces 6 actualités bien chaudes. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti! Allez, première news, on commence par l'info la plus concrète, celle qui concerne directement tous ceux qui prévoient un voyage au Japon en 2026. Vous le savez sûrement, le Japon bat des records de fréquentation. Près de 37 millions de visiteurs en 2024 et encore plus en 2025. Résultat, dans certains endroits, les autorités parlent désormais clairement de surtourisme. Et face à ça, plusieurs changements sont déjà actés ou sérieusement envisagés. Premier point, le tax-free. Jusqu'ici, on passait à la caisse des magasins tax-free sans payer la TVA sur les produits éligibles. À partir du 1er novembre 2026, ça va changer. Vous paierez le prix TTC en magasin et vous demanderez ensuite le remboursement à l'aéroport dans un délai de 90 jours. J'avoue, c'est pas super pratique. Et à plus long terme, certains évoquent même une possible disparition totale du tax-free. Deuxième point, les taxes d'hébergement. À Kyoto par exemple, la taxe de séjour va clairement grimper dès mars 2026. Dans les hôtels haut de gamme, elle pourra atteindre 10 000 yens par personne et par nuit. Ouais, j'avoue ça pique un petit peu quand même. Et enfin, troisième point, la taxe de départ. Actuellement, elle est fixée à 1000 yens, mais elle pourrait être portée à 3000 yens à partir de l'exercice fiscal 2026. La mesure n'est pas encore définitive, mais votre billet d'avion pourrait à l'avenir inclure une vingtaine d'euros de taxes. En résumé, le Japon continue de prendre quelques mesures visant les touristes, mais peut-être que ces nouvelles règles, comme ces taxes d'hébergement dans les lieux touristiques, sont aussi une bonne occasion de sortir des sentiers battus. Vous en pensez quoi ? News numéro 2. 2 destinations japonaises viennent d'être sélectionnées par le New York Times dans sa liste des 52 endroits à visiter en 2026. Nagasaki arrive 17ème, tandis qu'Okinawa arrive 46ème. Pour Nagasaki, le journal américain rappelle un point historique fort. Contrairement à Hiroshima, le centre-ville de Nagasaki a été en grande partie épargné en 1945, la bombe atomique ayant manqué sa cible initiale. Le journal explique même que, je cite, « Alors que la menace de la prolifération nucléaire s'étend dans le monde, les voyageurs ont aujourd'hui une raison puissante de visiter Nagasaki. » Alors moi, pour y être allé plusieurs fois, j'adore cette ville et son ambiance. Il y a énormément de choses à y visiter, comme son point de vue unique sur la ville, le musée mémoriel évidemment, très poignant, et les différents quartiers chinois, hollandais, portugais qui témoignent du passé cosmopolite de la ville. Et surtout, il y a énormément de choses à voir dans la nature environnante, avec par exemple de super belles balades à faire près du mont Unzen. Alors du côté d'Okinawa, le New York Times met surtout en avant le château de Shuri, à Naha, qui doit ouvrir à l'automne, après plusieurs années de reconstruction suite à l'incendie de 2019, qui était d'ailleurs très spectaculaire et qui avait vraiment marqué le pays. Et puis Okinawa, c'est aussi des plages paradisiaques et un Japon très différent des grosses îles principales en termes de culture, de nourriture et de vibes. Alors à noter que le Japon est régulièrement présent dans ce classement, Osaka et Toyama l'an dernier, Yamaguchi en 2024, bref, 2 destinations très différentes mais un même message, le Japon ne se résume pas à Tokyo ni à Kyoto. News numéro 3. Et celle-là, elle me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vécue il y a un peu plus d'1 an. Je parle bien sûr de l'annonce de la date de Fujiansen 2026 qui vient de tomber, et alors si vous connaissez vraiment pas cet événement, c'est clairement le meilleur moment d'y prêter attention. Le Fujiansen, ce n'est pas qu'un festival de musique à la sauce japonaise, c'est un festival en pleine nature et au pied du mont Fuji dans un cadre absolument incroyable. Cette année, il se déroulera donc le week-end du 6 juin. Alors moi quand j'y suis allé, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce n'était pas seulement des concerts qui étaient de toute manière très bons avec des artistes super éclectiques, mais moi c'était l'ambiance du lieu qui m'a le plus impressionné. Il n'y a pas une foule énorme, c'est calme, presque contemplatif.
et c'est vraiment très loin des festivals surpeuplés. Côté programmation, les premiers artistes annoncés pour 2026 donnent déjà une très bonne idée de l'esprit du festival. On retrouve par exemple Never Young Beach, un groupe emblématique de la scène rock indie japonaise, Humberto Umbeto, connu pour ses sonorités folk, douces et intimistes, ou encore Satoko Shibata et son électropop acidulé. Si vous voyagez au Japon à cette période, ou si vous cherchez une expérience un peu différente des festivals classiques, c'est clairement un événement que je vous conseille de garder en tête. Et en plus, ça vous fait découvrir des artistes japonais, moi qui je trouve sont très intéressants. Petite parenthèse d'ailleurs, moi je prévois de sortir une vidéo dédiée sur Fuji & Son, avec des images que j'ai tournées sur place pour vous montrer concrètement à quoi ça vous ressemble, et tout ça pour vous dire que ça vaut vraiment le coup. Donc, si le sujet vous intrigue, abonnez-vous pour être notifié de la sortie de la vidéo. News numéro 4. Même si ça ne se passe pas directement au pays du soleil levant, je me devais de vous en parler si vous aimez le Japon et que vous êtes en France. Notez bien ces dates, du 23 au 25 janvier 2026, le salon Voyage et Saveurs du Japon se tiendra à Paris. Et l'idée est simple, faire découvrir le Japon à travers ses régions, sa gastronomie et sa culture. On y retrouve donc des stands dédiés à des destinations parfois peu connues, des spécialités culinaires, mais aussi des échanges avec des acteurs du tourisme japonais. C'est typiquement le genre d'événement qui permet de voyager sans prendre l'avion ou au contraire de préparer un futur séjour de manière beaucoup plus concrète en sortant des itinéraires ultra classiques. Et si vous ne pouvez pas y aller, ou si vous avez envie d'aller plus loin dans la préparation de votre voyage, je suis aussi là pour vous aider avec mon site japonautrement.com, le lien est dans la description. News numéro 5. Alors là, on change totalement d'ambiance. Et clairement, cette news-là, soit vous allez adorer, soit vous allez lever les yeux au ciel. Direction Harajuku, sur le site de l'ancien Kawaii Monster Café, le lieu mythique a fermé il y a quelques années, mais l'univers complètement barré qui faisait sa réputation, lui, n'a pas disparu. À partir du 13 février, l'espace renaît sous une nouvelle forme avec le Kawaii Monsterland, une expérience immersive et artistique installée exactement au même endroit. Alors on est toujours à fond dans l'esthétique kawaii poussée à l'extrême, explosion de couleurs, décors géants, formes improbables, ambiance sucrée et totalement irréelle. Ici rien n'est discret, rien n'est minimaliste et c'est assumé à 100%. Alors le projet reste étroitement lié à Sébastien Masuda, figure centrale de la culture pop japonaise, connu notamment pour avoir façonné l'univers visuel d'artistes comme Kyary Pamyu, et moi c'est absolument pas mon délire, mais je sais que ça peut plaire à certains d'entre vous, donc voilà, je voulais vous parler de cette news. Autant dire que si vous cherchez du Japon traditionnel, vous êtes clairement au mauvais endroit. Alors concrètement, en quelques mots, qu'est-ce qu'on va y faire ? Eh bien apparemment, les visiteurs pourront traverser plusieurs espaces thématiques, chacun avec sa propre identité visuelle, ils pourront déambuler dans des décors pensés comme des véritables installations artistiques, tomber sur des zones photos totalement assumées, des projections, des jeux de lumière et même des éléments interactifs, pensez davantage pour l'expérience que pour la simple contemplation. Il y aura aussi une boutique de merchandising exclusive dans la droite lignée de l'univers d'Harajuku, et tout sera clairement conçu pour être vécu, photographié et bien sûr partagé sur les réseaux sociaux. Bref, un lieu atypique totalement dans l'air du temps. Et allez, on va terminer cette revue de presse par une dernière news, une news assez insolite. La semaine dernière, on a assisté à une scène à laquelle franchement personne ne s'attendait. Après des entretiens officiels, la première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président sud-coréen se sont installés tous deux derrière une batterie. Ouais, une vraie batterie. Pour taper dessus, faire de la musique, mais pas juste pour une photo. Alors en fait, les deux dirigeants ont joué ensemble sur des tubes de K-pop, dont Dynamite de BTS, comme montré par les services de la première ministre japonaise. Alors perso, moi ça m'a un peu malaisé. On les voit absolument pas à l'aise dans leur jogging bleu, derrière les fûts, mais totalement empruntés. Alors l'initiative viendrait de Sanae Takaichi elle-même, qui pour le coup est une ancienne batteuse passionnée, qui a proposé ce moment hors protocole après que le dirigeant coréen lui expliquait que jouer de la batterie était un souhait de longue date. Cette parenthèse inattendue est intervenue après des discussions sérieuses sur la sécurité, la culture et l'avenir des relations entre le Japon et la Corée du Sud. Ce n'est évidemment pas un accord diplomatique, mais ça permet de réchauffer des relations entre deux pays qui ont une histoire quand même assez mouvementée. Voilà pour cette sélection de news en direct de l'archipel que je voulais vous partager pour bien débuter votre semaine. Si ce tour d'horizon vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi aussi la news qui vous a le plus inspiré, le plus intéressé, et abonnez-vous pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Que ce soit des vidéos sur des lieux et activités hors des sentiers battus, des astuces pour votre voyage, ou bien Parlons Japon, cette sélection de news que je vais vous concocter et améliorer de semaine en semaine. C'était Parlons Japon,
et à très vite. Ciao!